Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, qui ne saurait tarder, mes chers collègues, nous avons débattu il y a 2 jours de la fiscalité et de la dépense publique. Nous débattons à nouveau de ces sujets à l'occasion de cette proposition de loi déposée par le groupe Les Républicains. Le fait que vous ayez, je le dis dès le début, le fait que vous ayez déposé une motion de renvoi nous donne une petite idée du positionnement de la majorité, ce qui ne me surprend pas. Ce qui me surprend le plus, c'est que vous décidiez, éventuellement par un vote, mais peut-être n'aura-t-il pas lieu, d'interrompre ce débat, ce qui ne relève absolument pas de l'état d'esprit du grand débat que vous avez suscité et ne relève pas non plus de l'état d'esprit du règlement intérieur que le président de l'Assemblée nationale veut faire évoluer. J'imagine donc que vous ne procéderez pas ainsi. Sinon, vous montrerez que vous n'aimez les débats que lorsque vous les organisez vous-même. Les débats ouverts par l'opposition doivent être fermés immédiatement. Drôle de conception des choses. Je voudrais dire à présent un mot sur l'état de nos finances publiques, monsieur le ministre, puisque vous avez souhaité présenter le programme de stabilité aux Échos plutôt qu'à l'Assemblée nationale. Vous abandonnez l'objectif d'équilibre en 2022, puisque il n'y aura pas d'équilibre, 1,2% de déficit, et en 2019, vous poussez la barre au-delà des 3%. Vous repoussez plus tard la diminution de la dette, vous repoussez la suppression totale de la taxe d'habitation, vous repoussez la diminution de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, et j'entendais ce matin, ou hier d'ailleurs, le ministre dire qu'il respecterait les choses pour 2022. On respecte toujours plus tard, on ne respecte jamais au moment. Et que dire d'ailleurs de l'ahurissant pataquès autour des retraites, avec maintenant 2 réformes à l'affiche, l'une qui ne touche pas l'âge de la retraite et l'autre réforme qui touche l'âge de la retraite. C'est tout à fait incompréhensible, alors que l'enjeu à 300 milliards et surtout l'enjeu de vie pour les Français est essentiel. Le poids des prélèvements obligatoires est plus important que sous François Hollande et la dépense publique en 2018 augmente plus vite toujours que sous François Hollande. Lorsque vous nous dites que vous êtes à 0 volume, c'est juste pas tout à fait exact, c'est du 0 volume matiné d'ailleurs de l'inflation, et une inflation très importante qui masque en réalité une augmentation des dépenses de l'État. Et le ministre dit qu'il est le premier gouvernement à avoir baissé la dépense publique en 30 ans. C'est évidemment faux. Mais venons-en au fond de notre proposition. La politique que vous menez depuis bientôt 2 ans a exacerbé les inquiétudes résultant de la longue stagnation du pouvoir d'achat qui a suivi la grande crise de 2007-2008. Le manque de dimension humaine dans vos réformes a surtout réveillé chez nos concitoyens un sentiment d'injustice jamais vraiment endormi, injustice sociale, territoriale, injustice entre les générations. Et en matière de fiscalité, cette politique a envoyé des signaux totalement contradictoires dès la loi de finances pour 2018, en procédant avec une vision assez technocratique à des modifications d'ampleur des prélèvements obligatoires, conduisant à une hausse des prélèvements obligatoires sur les ménages de 4,5 milliards et une ligne directrice clairement affichée par le gouvernement, non démentie depuis, faire payer aux retraités ce qui était présenté comme des mesures favorables au pouvoir d'achat des actifs. Nous l'avons dit et nous le répétons, les actifs n'ont jamais demandé à prendre l'argent de leurs parents et les retraités ont mérité leur pension après une vie de travail. En commission, nos collègues de la majorité nous ont répété comme en boucle les chiffres publiés la semaine passée par l'INSEE, sur lesquels le pouvoir d'achat aurait augmenté de 1% sur l'année 2018. Ils ont moins insisté sur le fait que ce pouvoir d'achat est en baisse par rapport à 2017, le chiffre est en baisse par rapport à 2017, ni sur le fait que par unité de consommation, l'augmentation n'était plus que de 0,4%. Surtout, les chiffres de l'INSEE au niveau global ne permettent pas d'appréhender le creusement des inégalités. L'OFCE avait montré l'an dernier que les mesures de la loi de finances pour 2018 étaient largement au bénéfice des ménages aisés qui voyaient leur niveau de vie progresser de 1,6%, alors que celui de 5% des ménages les plus modestes était amputé de 0,6%. Avec les textes financiers pour 2019 et la loi portant des mesures d'urgence, le gouvernement a apporté quelques corrections partielles aux erreurs que nous dénoncions depuis des mois. Je pense notamment à l'augmentation de la CSG pour les retraités, au refus de l'exonération fiscale de la CSG et de la CRDS des heures supplémentaires, à l'augmentation de la fiscalité énergétique. Mais il a créé de nouvelles injustices qui mettent à mal notre pacte social, par exemple en décidant du quasi-gel
des pensions de retraite, exposant les retraités à une lourde perte de pouvoir d'achat. Compte tenu des mesures de rééquilibrage votées très rapidement en fin de l'année 2018 et de l'augmentation naturelle des revenus en période de croissance, le pouvoir d'achat des ménages devrait globalement augmenter en 2019. Les Français n'ont absolument pas ce sentiment, vous pourrez le remarquer. Mais surtout, il y a beaucoup de perdants et notamment un grand nombre de retraités, encore une fois. La proposition de loi que nous déposons a pour objectif de remédier à ce sentiment ou à cette exacerbation des injustices qui est votre responsabilité et à réparer cela. La réponse que nous proposons, elle est d'abord de redonner du pouvoir d'achat aux Français et corrige les mesures que vous avez portées. Il faut d'abord annuler les mesures de rabot prises par le gouvernement à l'automne dernier. On ne baisse pas durablement la dépense publique avec des coupes aveugles. Notre pays a besoin de réformes d'ampleur. Pourtant, votre gouvernement joue les hibernatus depuis 5 mois avec ce débat, en attendant le dégel et la fin de ce même débat. Les articles 1er et 2 de la proposition de loi rétablissent les règles de droit commun de revalorisation des pensions de retraite, des allocations familiales et des aides au logement. Ce matin, Gérald Darmanin, sur une radio, disait que c'est cette majorité qui va rétablir la réindexation des pensions. Moi, je note que c'est cette majorité qui a désindexé les pensions. Donc, il y a un petit côté assez schizophrénique là-dedans. Ces deux articles permettent donc de rendre plus de 3 milliards d'euros aux Français, pouvoir d'achat qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Pour ce qui concerne la revalorisation des pensions, j'estime qu'il faudrait aller plus loin en posant la question de l'évolution des critères de revalorisation et nous proposons, au travers d'un amendement, que les 1 000 premiers euros de pension soient indexés non pas uniquement sur les prix, mais soient indexés sur les salaires, sur les niveaux de vie, sur la croissance. Les retraités sont utiles à notre économie. Il faut leur rendre une partie de cette croissance. Ils participent à la croissance. Si vous pensez le contraire, il faut absolument que vous le disiez. Le second axe de la proposition consiste à diminuer la pression fiscale qui pèse sur les classes moyennes et les familles. Il y a 3 mesures. La suppression du taux de 8,3% de CSG, donc c'est de revenir totalement sur l'augmentation de la CSG. Vous y êtes revenu tout à fait partiellement. Cette disposition aurait un impact financier de 2,9 milliards. Elle conduirait à majorer par contre les recettes de l'impôt sur le revenu et compte tenu donc de la déductibilité d'une partie de la CSG de l'impôt sur le revenu. Donc d'être de cet effet, le coût serait de 2,3 milliards. J'estime d'ailleurs que la CSG devrait être totalement déductible de l'impôt sur le revenu, tout comme la CRDS et le prélèvement de solidarité sur le capital. On ne prélève pas d'impôt sur l'impôt. Nous proposerons un autre amendement sur la CSG applicable aux pensions de retraite. C'est un lissage. De façon surprenante, le gouvernement n'avait pas mis en place ce dispositif de lissage entre 0 et 3,8%. J'espère que votre majorité sera amenée à le voter. Je proposerai par amendement également que des heures supplémentaires soient exonérées de CSG et de CRDS. Vous aviez écouté l'opposition lorsque nous vous avions dit qu'il fallait exonérer d'impôt sur le revenu les heures supplémentaires. Vous nous aviez dit non, 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 non. Puis après, vous nous avez dit oui, 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 oui. Bah, allez-y, faites-le pour la CSG et pour la CRDS. Allez jusqu'au bout, en réalité, de vos convictions. L'article 4 vise à ce que le plafond de ce qu'on appelle l'avantage du quotient familial revienne au niveau d'avant 2012. Nous devons le faire. Le quotient familial n'est pas une niche fiscale. Le quotient familial, il établit une solidarité horizontale entre les Français qui ont des enfants et les Français qui n'en ont pas pour faire en sorte d'égaliser le niveau de vie entre les familles et ceux qui n'ont pas d'enfants. L'article 5 touche également à l'impôt sur le revenu. Je vois que vous êtes en train d'entrer dans ce débat. Vous avez besoin évidemment de l'opposition pour le faire. Nous devons baisser les 2 tranches du barème, les 2 premières tranches du barème, de 10%. La totalité de ces amendements que nous vous proposons peuvent être évalués sur plusieurs années à 25 milliards d'euros. Dans notre état d'esprit, il s'agit d'un ensemble de mesures d'urgence auxquelles il faut ajouter d'autres mesures et je souhaiterais que le gouvernement s'engage réellement, sérieusement, dans une réforme complexe, mais dans une réforme indispensable qui est la baisse des impôts de production et nous proposons 1 point de PIB sur 5 ans sur les impôts de production. Au-delà de ce paquet de propositions, pour augmenter le pouvoir d'achat de manière durable, ce n'est évidemment pas uniquement
une affaire de baisse d'impôts, c'est évidemment aussi et surtout une affaire d'augmentation du taux d'activité. Je vois que le gouvernement est en train d'entrer également dans ce débat que nous avons lancé il y a maintenant plusieurs mois. Tant mieux. Ayez le débat du nombre d'heures d'activité dans notre pays. En commission, vous nous avez dit mais tout ça coûte très cher. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est assez curieux. Quand la majorité dépense sans compter, ça coûte jamais cher. C'est toujours extrêmement raisonnable. Quand vous faites la taxe d'habitation sans jamais financer cette taxe d'habitation, quand le ministre du Budget indique que la redevance, faut la supprimer sans jamais se poser la question de savoir comment. Quand vous dépensez 11 milliards d'un claquement de doigts en 15 minutes au mois de décembre, alors là, c'est d'une grande responsabilité. Quand c'est l'opposition qui propose de cette façon-là, elle est irresponsable. Sortez de cette caricature. Et en face des propositions que nous faisons, nous avons évidemment des propositions de financement. Vous n'avez jamais mis une proposition de financement en face des propositions qui sont les vôtres. Alors, projet contre projet, proposition contre proposition, acceptez de revoir votre copie, changez vos méthodes, affrontez la réalité des réformes à faire. C'est à tout cela que la proposition des Républicains vous appelle. Merci, Monsieur le Président Woerth.